Gonjo et bienvenue. On va se plonger aujourd'hui dans une histoire incroyable. Ça commence par une crise, une vraie crise, au cœur des mathématiques pures. Et ça se termine par une question vertigineuse sur la connaissance humaine et sur nos croyances. C'est un voyage qui nous emmène de la quête de la certitude absolue jusqu'aux limites de notre propre raison. Alors, pour bien comprendre l'ambiance, il faut s'imaginer le début du XXe siècle. La logique, c'était le socle, le fondement parfait et certain de toute pensée. Et tout d'un coup, cet édifice est au bord de l'effondrement. Même un esprit aussi brillant que Bertrand Russell parle d'un choc immense. Toute la discipline est vraiment en danger. La question est posée. Comment est-ce possible ? Comment une science aussi rigoureuse, un bastion de la vérité absolue, pourrait-elle se briser ? Eh bien la réponse, elle se trouve dans une idée. Une idée qui a l'air toute simple, mais qui est en fait dévastatrice. L'idée d'infini. Et voilà, le premier acte de notre histoire. Ça commence avec un mathématicien, Georges Cantor, et ses idées aussi géniales que dérangeantes. On peut dire qu'il a ouvert une boîte de Pandore qui allait redéfinir les maths pour toujours. Essayez d'imaginer l'audace du truc à l'époque. Avant Cantor, l'infini, c'était l'infini, point. Lui, il arrive et il démontre qu'il y a plusieurs infinis. Et que, par exemple, l'infini de tous les nombres possibles, les nombres réels, est, d'une certaine manière, plus grand que l'infini des nombres entiers. C'est une révélation qui a complètement fait exploser les concepts de l'époque. Pour bâtir sa théorie, Cantor s'est appuyé sur ce principe et franchement, ça semble être du pur bon sens. Si on peut décrire une propriété, n'importe laquelle, comme être une chaise bleue ou être un nombre pair, alors on devrait logiquement pouvoir créer l'ensemble de toutes les choses qui ont cette propriété. Ça paraît évident, non ? Sauf que c'est précisément là que se cachait une faille monumentale. Et là, c'est le coup de génie, ou plutôt le coup de grâce de Bertrand Russell en 1901. Suivez bien le raisonnement, il est incroyable. On crée un ensemble qu'on appelle R. Dans cet ensemble R, on met tous les ensembles qui n'ont pas la drôle d'idée de se contenir eux-mêmes. Ok. Maintenant, la question qui tue. Est-ce que notre ensemble R, lui, il se contient lui-même ? Si la réponse est oui, eh bien il ne respecte pas la règle, donc il ne devrait pas y être. Mais si la réponse est non, alors il respecte la règle et donc il devrait y être. C'est un cercle vicieux, une contradiction totale, un court-circuit logique qui a mis le feu aux fondations même des mathématiques. Face à cette crise, à ce chaos, un héros émerge. C'est le grand mathématicien David Hilbert. Et il lance un programme hyper ambitieux pour, en quelque sorte, sauver les mathématiques et y restaurer l'ordre et la certitude. Hilbert, il avait une vision grandiose. Son but, c'était de reconstruire toutes les mathématiques comme une sorte de jeu, un système formel, parfaitement clos sur lui-même, autosuffisant, une forteresse logique dont on pourrait prouver une bonne fois pour toutes qu'elle est absolument parfaite et sans la moindre faille. Son projet, il repose sur 3 piliers. Premièrement, la cohérence. Plus jamais de paradoxe comme celui de Russell, c'est fini. Deuxièmement, la complétude. N'importe quelle vérité mathématique doit pouvoir être prouvée par le système. Et enfin, la décidabilité. Il doit exister une méthode, une sorte d'algorithme parfait pour dire de n'importe quel énoncé s'il est vrai ou faux. L'ambition était folle, enfermer toute la vérité dans une seule et même boîte. Mais voilà, l'histoire prend un virage complètement inattendu avec l'arrivée d'un jeune logicien autrichien, un certain Kurt Gödel. Personne ne l'avait vu venir, mais c'est lui qui allait porter le coup fatal au grand rêve de Hilbert. Mais il avait tort. C'est aussi simple et brutal que ça. Ce programme magnifique de Hilbert, cette quête d'une certitude absolue, ce rêve d'une forteresse de la logique, eh bien tout ça, c'était tout simplement impossible. Et Gödel allait le prouver. Et ça, c'est le fameux premier théorème d'incomplétude de Gödel. Une véritable bombe. Ce qu'il démontre, c'est que n'importe quel système logique, du moment qu'il est assez costaud pour faire de l'arithmétique de base, eh bien s'il est cohérent, il est forcément incomplet. Pour le dire simplement, il y aura toujours des vérités, des énoncés vrais qu'il sera impossible de démontrer de l'intérieur du système. Le prix de la cohérence, c'est l'incomplétude. On ne peut pas avoir les deux. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a le deuxième théorème. C'est l'uppercut final. Non seulement le système a des trous, mais en plus, il est incapable de prouver lui-même qu'il est solide, qu'il est cohérent. La certitude que Hilbert voulait graver dans le marbre, elle est inaccessible de l'intérieur. Au fond, la base même du système repose sur quelque chose d'extérieur à lui, presque un acte de foi. Alors, si on résume un peu ce parcours fou, Cantor ouvre la boîte de Pandore avec ses infinis et crée des paradoxes. Hilbert essaye de tout refermer, de tout cadenasser dans un système parfait et clos. Et Gödel arrive et prouve que ce rêve de fermeture est impossible. C'est la fin de la certitude absolue en maths. Et c'est le début d'une réflexion bien plus large.
Et c'est là que ça devient passionnant. On va quitter un peu les maths pures pour aller vers la philosophie, en s'aidant d'une analogie très puissante qui nous vient de la physique, et vous allez voir, ça éclaire la découverte de Gödel d'une façon complètement nouvelle. Ce concept, on le doit au physicien Ilya Prigogine. Une structure dissipative, qu'est-ce que c'est? Pensez à une cellule vivante, ou même à un cyclone. C'est une forme d'ordre, de complexité, qui n'existe que parce qu'elle est en permanence traversée par un flux d'énergie qui vient de l'extérieur. Elle n'est pas du tout autosuffisante. Si on coupe ce flux, la structure se désintègre, elle disparaît. Et voilà l'analogie qui nous intéresse. Le système formel de Hilbert, il voulait être un système clos, parfait, autosuffisant. Gödel a prouvé que c'était impossible, qu'il y avait forcément des trous. Eh bien, c'est un peu comme une structure dissipative. Un système logique, pour être cohérent, a besoin d'un extérieur, d'un métasystème, d'une interprétation. Il ne peut pas tourner en boucle sur lui-même. Le point crucial, il est donc là. Que ce soit en physique ou en logique, un système qui essaie d'être parfaitement autonome, de se refermer sur lui-même, est condamné. Soit il meurt, comme un système physique isolé, soit il est limité, incomplet, comme un système logique. L'ouverture, ce n'est pas un défaut, c'est une condition de survie. C'est ici qu'on va faire un bond un peu audacieux. On va tenter de relier cette limite fondamentale de nos systèmes de connaissances au besoin profondément humain de donner un sens au monde. Cette question, elle est au cœur de tout. Si même la raison pure, la logique la plus dure ne peut pas tout expliquer, si elle laisse forcément un vide, une zone d'ombre, un indécidable, alors comment est-ce qu'on fait, nous les sociétés humaines, pour gérer cet espace vacant ? Alors voilà une hypothèse anthropologique assez puissante. Ce qui est indécidable en logique, ça ne reste pas une simple curiosité de matheux, ça se transforme en une sorte de tension existentielle pour nous, les humains. Et pour apaiser, pour stabiliser cette tension, les sociétés créent des systèmes symboliques. Et c'est ce qu'on peut appeler le sacré. Autrement dit, l'indécidable logique devient un indécidable existentiel qui lui-même est géré par le sacré social. Attention, il faut bien comprendre ce point, c'est crucial. Il ne s'agit pas du tout d'une preuve mathématique de l'existence de Dieu ou de quoi que ce soit. C'est plutôt une tentative d'expliquer pourquoi les systèmes de croyance sont si fondamentaux dans les sociétés humaines. Le sacré, dans cette optique, naîtrait précisément à l'endroit où la raison atteint sa limite, comme une façon de symboliser et de gérer cette frontière. Cette phrase résume tout. L'incomplétude que Gödel a découverte n'est peut-être pas une faiblesse en fait. C'est peut-être la condition même qui garde la connaissance, la recherche et finalement la culture humaine vivante et dynamique. Après tout, si tout était déjà connu, tout était déjà prouvé, il n'y aurait plus de questions, plus de quêtes. La connaissance deviendrait un système clos et donc un système mort. Et on va terminer avec cette pensée. Cet endroit où nos systèmes logiques s'arrêtent, cette frontière de l'indécidable. Ce n'est peut-être pas une fin en soi, mais plutôt un commencement. Le commencement de l'interprétation, de la croyance et peut-être le commencement du sens qu'on donne au monde. Voilà une question qui mérite qu'on y réfléchisse.